l'hépatite virale E, l'hépatite virale C et l'hépatite virale delta. D'accord? Donc, ces virus vont entraîner une inflammation du foie. C'est une inflammation du foie. Cette hépatite peut être aiguë, c'est-à-dire une inflammation aiguë, ou bien elle peut être chronique lorsqu'elle est supérieure à 6 mois. Donc, tous les virus entraînent une hépatite. Et toutes les hépatites ont un signe commun en fonction du virus. C'est-à-dire, si vous avez une inflammation du foie, quest ce que soit le virus responsable, vous allez avoir des signes qui sont communs à tous les virus et qui sont variables en fonction des périodes. Il y a 4 périodes. Il y a la période, comme tout germe, d'incubation, c'est la période où il y a entre l'infection et l'apparition des signes cliniques, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation, dans tous les virus, les bactéries, etc. Il y a la période pseudo-grippale, ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, la période pré-hépatique, c'est-à-dire que vous avez des signes, mais vous avez des signes qui n'orientent pas vers le foie. C'est des signes généraux, comme une fièvre, comme une grippe, des myalgies, des polyarthralgies, des douleurs articulaires, etc. Mais vous n'avez pas quelque chose qui vous oriente vers le foie lui-même. Et la troisième période, c'est ce qu'on appelle la période d'état ou la période ictérique, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition de l'ictère. Donc, l'ictère, si vous avez un ictère, vous êtes orienté vers le foie, vers le foie biliaire, etc. Donc, c'est cette période. Et la dernière période, c'est la période de guérison ou de rémission. D'accord? Donc, ça, c'est pour toutes les hépatites, quel que soit le virus responsable. Hépatite A, hépatite B, hépatite E, hépatite delta, etc. Toutes les hépatites peuvent entraîner ces différentes périodes du virus. Donc, on a 2 hépatites qui sont toujours aiguës, qui ne sont jamais chroniques. C'est-à-dire, si vous avez une hépatite A ou si vous avez une hépatite E, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir une cirrhose. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir quelque chose de chronique. Parce que vous savez que toutes les pathologies du foie, le problème c'est la cirrhose. Donc l'hépatite A et l'hépatite E ne sont jamais chroniques, ne dépassent jamais 6 mois. Donc, ils ne sont rarement graves. L'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite delta et beaucoup d'hépatite B sont aiguës, mais ils ne peuvent passer à la chronicité et entraîner une cirrhose du foie et entraîner un cancer du foie, etc. Donc, ça c'est la première différence entre l'hépatite A et l'hépatite E, avec l'hépatite B, l'hépatite C et delta. La deuxième différence, la transmission. L'hépatite A et l'hépatite E, c'est une transmission oro-fécale, c'est-à-dire par les aliments qui sont souillés. C'est pourquoi ça vient par des épidémies. Pourquoi c'est le plus souvent c'est les enfants. Ça vient par des épidémies, l'eau qui n'est pas bien. C'est un problème d'hygiène de l'eau, etc. Si vous prenez des salades qui ne sont pas bien lavées, etc. Donc c'est une transmission oro-fécale. Alors que l'hépatite B et l'hépatite C, bien sûr delta, c'est une transmission parentale, c'est-à-dire vous n'allez pas vous infecter directement comme ça par une hépatite B, soit vous avez, et c'est très rare maintenant, une injection avec une aiguille qui a déjà injecté quelqu'un qui a une hépatite, soit par la transmission du sang, c'est vraiment maintenant exceptionnel parce que le sang est devenu, on fait des tests avant de donner du sang, et la troisième, soit par voie sexuelle. Et c'est malheureusement la plus fréquente chez nous. Chacun se marie, il ne sait pas s'il a une maladie à transmission et il va infecter son partenaire. C'est malheureusement chez nous, jusqu'à présent, la voie la plus fréquente parce que dans les pays qui se respectent, dans les pays du Maghreb par exemple, on fait ce qu'on appelle un examen prénuptial. C'est-à-dire que lorsque deux vont se marier, ils font des examens
du sang qui va passer du cordon de la mère vers l'enfant. Donc, ce sont les 4 modes de transmission de l'hépatite B, delta et C. Alors que l'hépatite A et F, c'est une transmission oro-fécale. Donc, comme je vous ai dit, toutes les hépatites entraînent ces 4 phases. Toutes les hépatites aiguës entraînent ces 4 phases. La première phase, c'est la phase d'incubation. La phase d'incubation, c'est-à-dire, c'est la période où vous commence l'infection et où commence l'apparition des signes cliniques. Ça peut être de 10 jours pour l'hépatite A, ou ça peut aller jusqu'à 3 mois pour l'hépatite B. Donc c'est une période qui peut durer longtemps. D'accord? La deuxième phase, c'est la phase pré-ictérique. C'est quoi la phase pré-ictérique? C'est-à-dire que vous avez des signes cliniques, mais vous avez des signes cliniques qui ne vous orientent pas vers le foie. Quels sont ces signes cliniques? Vous pouvez avoir comme une grippe, une fatigue, une asthénie, des douleurs musculaires, une fièvre qui n'est pas très importante, etc. Vous dites c'est une grippe, je prends du paracétamol, etc. Alors que ça peut être une hépatite qui passe inaperçue. D'accord? Et malheureusement, la phase ictérique que vous allez voir après n'est pas toujours présente. Donc parfois vous êtes infecté sans que vous soyez au courant. Parce que parfois on ne voit pas l'ictère qui va vous orienter vers le foie. Donc si vous avez une grippe qui est un peu plus importante que la grippe, qui dure plus longtemps que la grippe, il faut chercher l'hépatite. L'hépatite A, B, C, etc. D'accord? Donc dans cette phase, vous avez un syndrome pseudo-grippal, vous avez des céphalées, des myalgies, une asthénie, une anorexie, parfois même des troubles cutanés comme un rash cutané. Et le plus souvent, lorsqu'on fait un examen clinique, il est normal. Vous n'avez rien, vous n'avez ni hépatomégalie, ni splénomégalie, ni des signes d'insuffisance hépatique, ni rien. Vous n'avez rien. Donc l'examen clinique, le plus souvent, il est normal. Cette phase, le plus souvent, dure 1 semaine à 8 jours. Et puis, va commencer la phase ictérique. Et dans ce cas, on est orienté vers le foie et les voies biliaires parce qu'on va avoir un ictère. C'est quoi un ictère? N'est-ce pas? Vous avez déjà, vous connaissez des signes cliniques. C'est quoi l'ictère? C'est une coloration jaunâtre des téguments et des muqueuses à la lumière du jour. Je ne sais pas si vous avez la lumière artificielle, parfois ça peut vous tromper. Donc c'est une coloration jaunâtre des muqueuses et des conjonctives à la lumière du jour. Parfois il faut faire attention au noir, parce que parfois ils ont des yeux qui sont un peu jaunes, vous croyez que c'est un ictère, c'est pas un ictère. Qui est dit à l'augmentation de quoi? De la bilirubine. Lorsque vous avez une bilirubine qui est supérieure à 20, 25 ou même 35, vous pouvez commencer à avoir un ictère ou un subictère. Donc la phase ictérique, c'est la phase qui va vous orienter vers le foie. Et cette phase peut durer 3 à 4 semaines. Vous avez un ictère qui peut augmenter progressivement, qui peut être unique, c'est-à-dire seulement ictère, ou bien il peut être l'allure cholestératique. Qu'est-ce que ça veut dire l'allure cholestératique? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des urines qui sont foncées, c'est comme dit pour le gouvernement, des urines qui sont foncées, les selles qui sont blanches, décolorées parce qu'il n'y a plus de selles biliaires, donc les selles sont décolorées, et parfois vous avez un peu gratté. C'est ce qu'on appelle des signes de cholestérol, c'est ce qu'on appelle un ictère d'allure cholestératique. Alors qu'il y a un ictère qui peut être mis sans cholestérol. Et dans ce cas, l'examen physique peut être normal. Mais parfois, vous pouvez trouver une hépatomégalie. Comment on peut mesurer une hépatomégalie? Comment on peut dire qu'on a une hépatomégalie? Hein? La palpation. Hein? Donc, vous allez chercher la flèche hépatique. C'est ce qui est objectif. Parce que vous pouvez avoir certaines personnes, des fois qui sont bas, et vous touchez le foie en bas, ça ne veut pas dire que vous avez une hépatomégalie. C'est la flèche hépatique qui va vous dire est-ce que vous avez une hépatomégalie. Comment vous pouvez mesurer une flèche hépatique? Les gens qui sont dans les services de gastro. Oui?
La ligne médioculaire. Oui, la ligne médioculaire. Le bord supérieur. Mais comment on peut savoir qu'on est devant le bord supérieur du foie? On percute, qu'est-ce qu'on va trouver? Normalement, le foie est entouré par quoi? Il est entouré par le poumon. Et il est entouré par le côlon. Le poumon, il y a de l'air. Donc c'est sonore. Et le côlon, il y a de l'air, c'est sonore. Donc vous percutez de l'air jusqu'à arriver à la première quantité. Le foie, il est masse. Donc vous mettez un petit point. Vous continuez à percuter la quantité jusqu'à arriver à une belle sonorité. Et vous mesurez votre flèche hépatique qui est le plus souvent entre 12 et 14. D'accord? C'est comme ça qu'on mesure une flèche hépatique. Vous devez le connaître dans les services. Mais au moins, on va vous aider à ça. Donc, on peut avoir une hépatomégalie, on peut avoir un foie qui est normal, on peut avoir une splénomégalie, c'est-à-dire une augmentation de la rate. Dans ce cas, on va toucher la rate en bas. Donc, l'examen physique peut être normal, ou bien on peut avoir une hépatosplénomégalie. Et cette phase va durer 3 à 4 semaines. Et l'ictère va disparaître. Il ne faut pas que les guérisseurs, peut-être tu prends, tu cherches, c'est lui qui t'a guéri. Non, l'ictère va disparaître seul, va disparaître lui-même. Mais ça ne veut pas dire que le virus a disparu. Si c'est une hépatite B et C, ça peut devenir chronique. L'ictère disparaît, mais le virus reste là-bas, et c'est grave, c'est ce qui est grave. Et il va y avoir la dernière phase, c'est la phase de régression. Donc tout disparaît au bout de 6 mois, normalement. Tout doit rentrer dans l'ordre. Il ne doit plus avoir quelque chose, ni des virus, ni des signes cliniques. D'accord? C'est ça les hépatites aiguës. Aiguës, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. D'accord? Ces hépatites aiguës peuvent être liées à toutes les hépatites. Hépatite A, hépatite E, hépatite B. Donc, lorsqu'on a ces signes cliniques, on va chercher l'étiologie. Comment on cherche l'étiologie? On va chercher quel virus est responsable. Donc, comment on va chercher le virus responsable? Il n'y a pas de craie ici. Donc, vous avez, il faut que nous pour vous expliquer comment. Ou un syndrome ou faire quelque chose. Faites ça. Chez nous, l'hépatite malheureusement qui fait des ravages, c'est l'hépatite virale B, qui fait des ravages. Et c'est elle qui est complexe. Donc, comment on va faire le diagnostic de ces hépatites? Donc, pour l'hépatite B, vous avez l'antigène de surface qui est l'antigène HBS. Vous ne pouvez pas avoir une hépatite B sans avoir un antigène HBS positif. Vous avez le noyau. Vous avez ici 2 antigènes. Vous avez l'antigène HBC et vous avez l'antigène HBE. D'accord? Donc vous avez 3 antigènes pour l'hépatite B. Pour avoir l'hépatite B, il faut avoir l'antigène de surface. L'antigène HBC ne peut pas être isolé jusqu'à présent. La biologie moléculaire ne peut pas isoler. On a les anticorps. Les anticorps anti-HBC. Ce n'est pas une hépatite C, c'est une hépatite B, anti-HBC. Quel est le rôle de ces anticorps anti-HBC? Est-ce que vous avez une idée? Donc, ces anticorps anti-HBC vont vous dire est-ce que vous êtes devant une hépatite virale aiguë ou chronique. S'ils sont de type IgM, vous êtes devant une hépatite virale aiguë. S'ils sont de type IgG, vous êtes devant une hépatite virale chronique. Parce que c'est pas facile, parce que les gens peuvent faire des analyses, on trouve un antigène HBS positif. Mais on ne sait pas depuis combien de temps il est positif. Pour savoir si c'est aigu ou chronique, il faut chercher les anticorps
antivirus. C'est un virus ADN. Donc le plus complexe des hépatites, c'est l'hépatite B, parce qu'il y a 3 antigènes. L'hépatite A, vous avez un noyau, vous avez la même chose, l'antigène n'est pas isolé, vous avez les anticorps anti-HVA, donc les anticorps anti-hépatite virale A, qui peuvent être positifs ou négatifs. S'ils sont positifs, vous avez une hépatite virale A. Mais il faut savoir que l'hépatite virale A ne passe jamais à la chronicité. C'est une hépatite qui est aiguë. Pour l'hépatite C, la même chose, le virus n'est pas, l'antigène n'est pas isolable, vous avez les anticorps anti-HCV, c'est-à-dire les anticorps dirigés contre l'hépatite virale C, et vous avez ici ARN, c'est un virus ARN, la même chose ARN. L'hépatite delta, c'est une hépatite particulière, parce que pour avoir une hépatite delta, il faut avoir un antigène HBS positif. Donc vous ne pouvez pas avoir une hépatite delta indépendante. Mais elle peut se greffer sur l'hépatite B. D'accord? C'est même les médecins maintenant, les marqueurs viraux ne sont pas ne connaissent pas. Il faut essayer de comprendre, parce que c'est pas difficile. L'hépatite E, c'est la même chose, c'est comme l'hépatite A. Donc elle est aiguë et vous avez les anticorps anti-HVA. Donc pour savoir l'étiologie de ce qu'on a, il faut faire les marqueurs de ces virus-là. Il faut essayer de faire les marqueurs pour voir est-ce que le cas clinique, les signes cliniques qu'on a dit, est-ce qu'elles sont liées à une hépatite A, à une hépatite B ou à une hépatite C ou à une hépatite delta. Allez, formulez. Est-ce que vous avez compris? Un peu. C'est difficile, mais je dois. Hein? Oui? Oui? Il revient normal. Mais ça ne veut pas dire que le virus a disparu. D'accord? Pour savoir est-ce que le virus a disparu ou non, il faut attendre 6 mois. Et après 6 mois, on va chercher l'antigène HBS pour l'hépatite B. S'il est encore là, c'est-à-dire que l'hépatite est passée à la chronicité, elle est devenue chronique. Et ça peut donner une cirrhose. Mais ça se fait seulement pour l'hépatite B et l'hépatite C. Et delta, bien sûr. Parce que l'hépatite A et F, vous êtes sûr qu'ils ne deviennent pas chroniques, donc il n'y a pas de raison qu'il entraîne une cirrhose. D'accord? Donc, vous avez ces signes cliniques et vous avez le diagnostic. Qu'est-ce que vous allez voir comme la biologie? Vous allez avoir les transaminases. C'est quoi les transaminases? Ce sont des enzymes qui sont libérées par le foie, la cellule hépatique lorsqu'elle est détruite. Donc on appelle les transaminases, les ALAT et les AZAT. Ils vont être augmentés, supérieurs parfois à 10 fois la normale, les transaminases. Vous pouvez avoir la gamma-glutamine transpeptidase si vous avez une hépatite cholestatique qui peut être augmentée, les phosphatases alcalines qui peuvent être augmentées. L'animation formide sanguine va montrer quoi? Va montrer, c'est un virus. Donc elle va montrer une diminution des globules blancs, une leucopénie. D'accord? Et parfois l'hépatite lorsqu'elle est grave, le TP, c'est-à-dire pour rechercher la fonction du foie, le TP est bas. Ça c'est biologiquement pour les hépatites aiguës. Et bien sûr le diagnostic étiologique, c'est en recherchant les marqueurs qui sont là-bas, les marqueurs viraux, c'est-à-dire l'antigène HBS. S'il est positif, vous êtes devant une hépatite B. S'il est associé aux anticorps anti-delta, vous êtes devant une co-infection B-delta. Si l'hépatite A, vous avez les anticorps anti-HVA. Si l'hépatite E, vous avez les anticorps anti-hépatite E. Si l'hépatite C, vous avez les anticorps anti-hépatite C. Donc, chacun a ses traitements en particulier. Le traitement de l'hépatite C n'est pas la même chose que le traitement de l'hépatite B. D'accord? Donc, ça c'est pour les hépatites aiguës. Les hépatites chroniques, comment on peut savoir qu'une hépatite est devenue chronique? Il y a plusieurs situations. Parce que la première situation qu'on a en pratique médicale, c'est déjà qu'ils partent pour donner du sang. On leur dit, vous ne pouvez pas donner du sang, vous avez l'antigène HBS positif.
Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont eu leur antigène HBS positif. Et dans ce cas, on va faire les anticorps anti-HBC. Le malade n'a rien. Le plus souvent, l'hépatite chronique, vous n'avez rien. Vous allez faire les anticorps anti-HBC. S'ils sont de type IgM, c'est écrit, donc on va les laisser faire après 6 mois. Si c'est de type IgG, c'est-à-dire que c'est chronique, et dans ce cas, il faut chercher est-ce que c'est actif ou est-ce que c'est pas actif. Parce qu'une hépatite chronique active va donner une cirrhose, il va donner un cancer du foie et ça va être très grave. Donc, les situations, soit on connaît que quelqu'un a déjà une hépatite aiguë, on va laisser 6 mois et on va aller chercher les anticorps. S'ils sont encore là, c'est-à-dire que c'est chronique, c'est passé à la chronicité. Ça, c'est seulement pour l'hépatite B et quoi? Et C. A et E. Jamais chronicité. Il faut mettre ça dans votre tête une fois pour toutes. L'hépatite A, l'hépatite E ne passent jamais à la chronicité, c'est pourquoi ils ne sont pas graves. D'accord? C'est l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C qui passent à la chronicité. Le delta, bien sûr, mais le delta, il vous faut le B. Si vous n'avez pas le B, vous n'avez pas de delta. D'accord? Donc, soit on connaît déjà quelqu'un qui est porteur de l'hépatite, on va laisser 6 mois et on va faire l'antigène, on va chercher est-ce qu'il est encore positif ou non. S'il est positif, c'est chronique. Soit, comme je vous ai dit, quelqu'un qui donne du sang ou qui fait des examens pour une autre chose et trouve qu'il est porteur du virus, on va faire des anticorps anti-HBC pour voir est-ce que c'est de type IgM ou IgG, pour dire est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est chronique. Soit on a des signes cliniques. Parfois, les hépatites chroniques donnent des polyarthralgies, des douleurs, etc. Des signes cliniques non spécifiques et on fait la recherche des virus et on trouve qu'ils sont positifs. D'accord? Donc, les hépatites chroniques, le plus souvent, sont asymptomatiques, sauf parfois on a des troubles digestifs qui ne sont pas spécifiques, des diarrhées, des constipations, parfois des polyarthralgies. Et on peut arriver jusqu'au stade de cirrhose. Vous allez voir la cirrhose après, dans 20% des cas. Donc c'est le plus grave. La gravité des hépatites, ce n'est pas les signes cliniques. La gravité de l'hépatite, c'est l'absence de signes cliniques. C'est que la maladie peut évoluer sans que vous vous rendez compte. Et donc c'est ça la gravité de la maladie. Est-ce que vous avez compris ça pour les hépatites aiguës? Donc le diagnostic des hépatites chroniques, c'est la même chose. On va chercher le virus delta, le virus B, le virus C, et parfois on fait ce qu'on appelle une biopsie du foie. On prend un peu du foie et on va l'examiner pour arriver, pour chercher le stade de la gravité de l'hépatite. Est-ce qu'elle est déjà au stade de cirrhose ou non? D'accord? Donc le deuxième, en général, on ne va pas vous faire toutes les pathologies du foie, on a cherché les pathologies les plus fréquentes et les plus graves, c'est pourquoi on va les faire, comme on a également la vésicule et le pancréas, donc on va faire vite. La deuxième maladie la plus grave au niveau du foie, c'est la cirrhose. C'est quoi la cirrhose? La cirrhose, c'est la finalité de toute hépatopathie. Toute maladie du foie, si elle n'est pas traitée, elle ne peut pas entraîner à une destruction du foie et arriver au stade de cirrhose. Tout quel que soit l'auto-immune, soit virale, soit pneumochromatose, il y a beaucoup d'étiologies de la cirrhose. Donc toute pathologie, si elle n'est pas bien traitée, elle ne peut pas arriver au stade de cirrhose qui est un stade malheureusement irréversible. Lorsque la cellule meurt, elle ne va plus vivre, même si on traite celui qui a entraîné ça. Elle ne va pas revivre. Donc c'est irréversible. Chaque fois que la cellule est morte, elle ne va plus vivre. Donc c'est quoi? La définition de la cirrhose, c'est une définition histologique. C'est en histologie, microscope. C'est une fibrose, donc les cellules vont être mortes et vont être remplacées par des fibres. C'est pourquoi on appelle une fibrose extensive. Au lieu d'avoir des cellules avec les sinusoïdes, etc., les lobules, etc., on va avoir des fibres à la place. On appelle des fibroses extensives. Et ces fibres vont entraîner des nodules de régénération. Donc, plusieurs fibres prennent un nodule et on va avoir ce qu'on appelle des nodules de régénération et vous allez avoir le foie que vous connaissez est totalement détruit, il n'y a plus de sinusoïdes, il n'y a plus de lobules, il n'y a pas de vascularisation. Vous allez avoir beaucoup de signes cliniques que vous allez voir. Pour vous, ce qui vous concerne, c'est les signes cliniques. Donc, quels sont les signes cliniques de la cirrhose? Il y a deux conséquences pour la cirrhose. Il y a l'hypertension portale
et il y a l'insuffisance hépatocellulaire. L'hypertension portale, c'est-à-dire qu'il y a une hyperpression au niveau de la veine portale. Le sang, il y a une hyperpression et il y a, c'est pourquoi on va avoir le sang normalement, s'il ne trouve pas de place, il va ouvrir des places. Vous connaissez donc c'est comme ça l'hypertension. C'est pourquoi vous avez des varices ésophagiennes. Pourquoi? Parce qu'il y a une hyperpression au niveau de la veine porte et le sang va rechercher des places. Il va trouver des places au niveau de l'ésophage, entraînant des varices qui peuvent saigner. Il va entraîner une augmentation de la rate. C'est pourquoi on a une splénomégalie. Il va entraîner une acide. Donc les signes cliniques de l'hypertension portale, c'est la circulation veineuse collatérale. Vous voyez des veines ici, au niveau épicastre, vous voyez des veines qui sont verdâtres. Vous allez avoir une splénomégalie et vous allez voir une acide. Ce sont les trois signes cliniques de l'hypertension portale. Mais la cirrhose, ce n'est pas seulement l'hypertension portale. Il y a également les signes de l'insuffisance hépatocellulaire. Et le foie, lorsqu'il ne marche pas, le foie c'est comme la machine de la voiture. Si la machine ne marche pas, la voiture ne marche pas. Donc le foie c'est la machine de l'organisme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont synthétisés au niveau du foie. Tellement d'éléments qui sont synthétisés. Et lorsque vous avez une insuffisance hépatocellulaire, vous allez avoir les signes que on va vous démontrer, ce qu'on appelle antétorhépatite, une odeur qui est fétide. Vous allez avoir des angiomes stellaires. Qu'est-ce que ça veut dire angiome stellaire? C'est-à-dire, stellaire c'est comme étoile. Vous avez des vaisseaux qui font comme des étoiles. On va vous les montrer. Vous allez avoir des ongles qui sont augmentés. Vous allez avoir une insuffisance gonadique endocrinienne, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Pour la femme, vous allez avoir une aménorrhée. Parfois, vous allez avoir des fausses couches. Ou pour l'homme, vous avez une impuissance sexuelle. Parfois, vous avez une gynécomastie, c'est-à-dire des seins qui sont augmentés chez l'homme. Donc, vous allez avoir tous ces signes cliniques, une asthénie, un hypocratisme digital, et dans des formes graves, vous allez avoir un ictère et parfois même un coma. Lorsque le foie ne marche plus, vous allez perdre la connaissance et vous allez avoir un coma. L'examen physique ici peut être normal, mais le plus souvent, on a une hépatomégalie qui est particulière. C'est une hépatomégalie qui est dure, qui est de consistance dure, qui n'est pas douloureuse par opposition au cancer et qui a un bord, lorsque vous la touchez en bas, il est tranchant, c'est comme un couteau. Un bord inférieur qui est tranchant, c'est caractéristique. Et le diagnostic se fait par beaucoup d'éléments. L'échographie, la fibroscopie qui va trouver des varices, l'échographie qui va trouver une hypertension portale et la PBF qui va vous montrer ce qu'on a vu dans la définition, c'est-à-dire de nodules de régénération, etc. Donc on va vous montrer ces différents signes cliniques comme vous avez. Regardez, ça c'est une circulation veineuse collatérale, un signe d'hypertension portale, avec une acide, une augmentation de... Ça c'est une gynécomastie, ça c'est un homme. Vous avez un homme qui a des seins, une gynécomastie. Ça c'est l'ictère, la coloration jaunâtre. Tout ça, c'est des signes cliniques que vous pouvez voir au cours de la cirrhose. Vous avez un hypocratisme digital. Vous avez une érythrose palmaire. خلاص حرك شوي كان انتم بدي يلا تقولوا تعرفوا ذاك وضع اي امراض من إذا أنتم ما تعرفوا عينونا من الرجال يعدلون لا أنتم ما يعرفون
morceau de... Vous avez tous ces signes cliniques que vous allez voir au cours de la séance. Ces signes cliniques et le diagnostic se fait par la radiologie, la biopsie du foie et la fibroscopie qui va montrer des varices ésophagiques. D'accord? Que je vous ai montré. Ça, c'est des signes d'hypertension portale, la circulation veineuse collatérale, la splénomégalie, les signes d'insuffisance cellulaire sont très nombreuses. L'hypocratisme digital, ça c'est des angiomes stellaires, ce qui est en bas, c'est comme stellaire en anglais, c'est étoile, c'est un angiome comme des étoiles. L'érythrose palmaire, on va parler sur qu'il y a des plantes de mains qui sont roses, qu'on appelle érythrose palmaire. Donc tout ça, c'est des signes d'insuffisance hépatocellulaire, donc des signes de cirrhose. Donc les signes cliniques de la cirrhose, c'est des signes d'hypertension portale, des signes d'insuffisance hépatocellulaire et l'examen physique qui va montrer soit une hépatomégalie qui est particulière, soit qui est normale. La troisième pathologie du foie, on va faire vite, c'est le cancer du foie, c'est la tumeur primitive du foie. Vous savez que le foie, les tumeurs primitives ne sont pas les plus fréquents. Ce n'est pas les cancers du foie le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les métastases hémorragiques. C'est-à-dire tous les autres cancers peuvent métastaser au niveau du foie. Parce que les vascularisés, vous avez par exemple une tumeur du rein, vous allez avoir une masse au niveau du foie. Vous avez une tumeur de la thyroïde, vous pouvez avoir une masse au niveau du foie. Ce qu'on appelle les tumeurs secondaires du foie. Nous, ce qui nous concerne ici, c'est ce qui est primitif, c'est-à-dire qui dépend de la cellule hépatocytaire ou des voies biliaires intra-hépatiques. Donc la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle hépatocarcinome. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce nom, en CHCO, hépatocarcinome. C'est quoi un hépatocarcinome? C'est une tumeur qui se développe à partir des hépatocytes, c'est-à-dire des cellules du foie. Donc quels sont les facteurs qui favorisent un hépatocarcinome? C'est surtout la cirrhose. 80% des hépatocarcinomes viennent chez quelqu'un qui a déjà une cirrhose. C'est pourquoi il faut surveiller les cirrhoses pour surveiller l'hépatocarcinome, pour trouver un hépatocarcinome, un cancer qui est encore traitable, et non pas un cancer comme ce qu'on voit ici chez nous malheureusement, ce qu'on appelle le type africain où il n'y a rien à faire. Donc il faut surveiller la cirrhose pour avoir des petits cancers qui peuvent être encore traités. Donc 80% des cirrhoses, de cancers viennent sur cirrhose. Il y a d'autres maladies qui sont rares, les cirrhoses, soit les cirrhoses qui sont dues au virus, en plus de la cirrhose, les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C sont oncogènes, c'est des virus qui favorisent l'arrivée du cancer. Donc si par exemple on vaccine l'hépatite B, c'est-à-dire on a prévenu le cancer du foie, parce que c'est un facteur favorisant du cancer du foie. L'hémochromatose, d'autres médicaments, etc., qui peuvent entraîner un cancer. Quels sont les signes cliniques? Ce sont les signes de la cirrhose qu'on a vu, c'est-à-dire les signes d'hypertension portale, les signes d'insuffisance hépatique, plus les signes du cancer. Quels sont les signes de cancer? C'est la douleur, c'est l'altération de l'état général de monsieur. La cirrhose n'entraîne pas un amaigrissement, mais si vous avez un cancer, vous allez avoir un amaigrissement, une altération de l'état général. Et ici, l'hépatomégalie n'est pas comme l'hépatomégalie de la cirrhose. Vous avez une hépatomégalie qui est dure, très dure et qui est très douloureuse. Alors que dans la cirrhose, elle est dure, mais elle n'est pas douloureuse. D'accord? Elle est très douloureuse. Et dans ce cas, le diagnostic, c'est le scanner, c'est l'échographie, etc. Ça, je vous en dispose. Le deuxième cancer primitif, c'est ce qu'on appelle le cholangiocarcinome. Qu'est-ce que ça veut dire cholangio? Cholangio, c'est-à-dire que ça se développe à partir des voies biliaires intra-hépatiques. Au niveau du foie,
fois, il y a des voies biliaires qui sont, il y a des voies biliaires extra-hépatiques et il y a des voies biliaires intra-hépatiques qui sont à l'intérieur du foie. Ces voies biliaires à l'intérieur du foie peuvent se cancériser et entraîner un cholangiocarcinome qui est parfois très grave et il a les mêmes signes cliniques, sauf que le signe ictère est très important parce qu'il y a la tête de la bile des voies biliaires. Donc l'ictère est très important ici. D'accord? Il y a d'autres pathologies. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est à l'échographie, vous avez un cancer du foie. Ça c'est au scanner en bas. Cette boule-là que vous voyez, c'est un cancer du foie. D'accord? L'autre c'est un cholangiocarcinome, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres pathologies du foie, mais on a mis seulement 3 pathologies parce que ce sont les plus fréquentes et parfois les plus graves de la cirrhose. La pathologie biliaire. La pathologie biliaire, donc vous connaissez que la vésicule biliaire elle est attachée au foie, elle n'est pas directement, elle n'est pas dans le foie, elle est attachée. Donc la vésicule biliaire, sa pathologie la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la lithiase biliaire. Je suis sûr que chaque au moins 2 ou 3 parmi vous va avoir une lithiase biliaire. Donc la lithiase, c'est un calcul qui va être au niveau de la vésicule biliaire. Ce calcul peut être asymptomatique. Vous pouvez rester tout le temps sans signe, mais il peut parfois entraîner une douleur particulière qu'on appelle la colique hépatique, qui est due à la distension de la vésicule. Ça va entraîner une douleur qui est très importante, ça c'est la description de la douleur. Très importante dans les examens pour vous demander d'écrire une colique hépatique. Donc c'est une douleur qui est au niveau de l'hypocondre, au l'épigaste, etc., violente, radiant vers la pointe, à droite. Parfois la rachis entraînant une inhibition respiratoire, le malade ne peut pas respirer, qui peut durer jusqu'à 1 heure de temps avec des vomissements et régresse, etc. Tout ça, c'est la description de la colique hépatique, c'est-à-dire la douleur qui est due au calcul qui a entraîné une distension de la vésicule. Le calcul peut également migrer, peut sortir de la vésicule et entraîner des complications qui peuvent parfois être graves. Quelles sont les complications de la lithiase biliaire? Est-ce que vous avez une idée? On va se regarder la médecine, une idée. Il n'est pas bloqué, par exemple, le canal de Wernicke a entraîné une pancréatite aiguë. Il peut s'infecter au niveau de la vésicule et entraîner une cholécystite. Il peut partir voir la voie biliaire et entraîner une angiocolite. Tout ça, vous allez voir dans la sémiologie chirurgicale, parce que c'est des pathologies qui sont chirurgicales, sauf maintenant le pancréatite n'est plus chirurgical. Mais les autres, c'est des pathologies qui sont chirurgicales. Donc, la vésicule biliaire peut être asymptomatique, ou bien entraîner une colique hépatique, ou bien entraîner des complications comme l'angiocolite, la cholécystite et la pancréatite aiguë. L'angiocolite, c'est une infection de la voie biliaire principale. Angio, c'est la voie biliaire principale. Elle se caractérise par une douleur, la triade qui est connue, une douleur, une fièvre et un ictère. Ce sont les 3 signes de l'angiocolite. Les signes de la cholécystite, c'est la fièvre et parfois la douleur, c'est-à-dire colique hépatique. Les signes de pancréatite aiguë, c'est la douleur d'origine pancréatique qu'on va voir dans la pancréatite chronique. Et c'est la lipasémie qui est supérieure à 3 fois la normale. Si vous avez des questions, il faut les poser. Regardez, ça c'est un calcul, ça c'est la vésicule biliaire et à l'intérieur ce qui est blanc, qui donne des contours, c'est un calcul. Ici c'est 2 calculs, ici c'est énormément de calculs. Moi je connais un malade qu'on a enlevé 200 et quelques calculs. Donc ça peut parfois être très nombreux les calculs. Donc pour la vésicule biliaire, il y a beaucoup d'autres maladies. Il y a le cancer de la vésicule biliaire, il y a celui qui n'est pas très fréquent. On vous a mis seulement la lithiase de la vésicule biliaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres maladies. Pour le pancréas, on a soit le pancréatite aiguë, que vous allez voir en 2e semestre pour la sémiologie chirurgicale. C'est quoi une pancréatite aiguë? Est-ce que vous avez une idée? C'est une inflammation du pancréas. Vous connaissez la physiologie. Quel est l'intérêt des enzymes pancréatiques? Qu'est-ce qu'il faut?
Donc, il participe à la digestion. Les enzymes, normalement, au niveau du pancréas sous forme de pro-enzymes qui ne sont pas actifs. Et lorsqu'ils viennent au niveau du duodénum, ils vont digérer les aliments, ils vont participer à la digestion. C'est quoi une pancréatite? La pancréatite, au lieu que les enzymes attendent jusqu'à arriver au niveau du duodénum, ils s'activent au niveau du foie, pas au niveau du pancréas. Et ils digèrent le pancréas lui-même. Donc, ils vont entraîner une autodigestion du pancréas. Ils vont manger le pancréas et entraîner une inflammation. C'est pourquoi on parle d'une pancréatite aiguë. Et c'est parfois très grave. Il y a des pancréatites qui est œdémateuses, qui n'est pas grave, qui est la plus fréquente, mais il y a des pancréatites nécrotiques qui sont graves, qui sont mortelles parfois. Donc vous allez voir ça en chirurgie. Ce qui nous concerne, nous, c'est la pancréatite chronique. Donc, si on ne traite pas une pancréatite aiguë pendant longtemps, elle va se transformer en pancréatite chronique. Et la pancréatite chronique, c'est comme la cirrhose. C'est-à-dire lorsque la cellule meurt, le pancréas ne va plus revivre. Et c'est irréversible. Donc vous allez avoir des différents signes cliniques qui concernent le pancréas. Vous savez que le pancréas est une glande mixte, endocrine et exocrine. Exocrine, c'est qu'elle participe à la digestion. Endocrine, c'est qu'elle participe à la synthèse de l'insuline, donc au diabète. Donc lorsque vous avez une pancréatite chronique, vous allez avoir au début des signes cliniques. La douleur, ça veut dire que c'est quelque chose de vivant en général. Si vous avez un organe où il y a la douleur, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Donc au début, vous allez avoir surtout la douleur d'origine pancréatique. Comment est la douleur d'origine pancréatique? C'est une douleur épigastrique ou bien au niveau de l'hypocondre gauche. C'est une douleur qui est vraiment très importante. C'est comme si vous broyez le pancréas. Transfixiante, c'est une douleur qui le malade ne peut plus rester debout ni coucher. Il donne ce qu'on appelle un chien de fusil, il se couche comme ça pour essayer de diminuer la douleur, ce qu'on appelle un chien de fusil. C'est une douleur qui est augmentée par la graisse, l'alimentation, diminuée par les gens. C'est une douleur qui est diminuée par les anti-inflammatoires, alors que vous allez voir, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait au non initial, c'est une douleur qui est augmentée par les anti-inflammatoires. Ici, c'est les anti-inflammatoires qui diminuent la douleur parce que c'est une maladie inflammatoire. Et c'est une douleur qui peut durer quelques heures, parfois même quelques jours. Donc c'est vraiment une douleur qui est très grave. Vous allez voir que même maintenant, il y a des centres qui ne font que traiter la douleur de la pancréatite. Des centres qui sont spécialisés dans le traitement des douleurs de la pancréatite. Donc c'est quelque chose de parfois très grave. Donc ça c'est pendant les premières années. Donc, si on ne traite pas comme dans nos cas, heureusement la pancréatite chez nous n'est pas très fréquente. C'est surtout l'alcool qui est responsable. Il est très fréquent en Europe, dans les pays qui boivent beaucoup d'alcool. Mais ça existe également parce qu'il y a d'autres étiologies de la pancréatite. Mais elle n'est pas très fréquente. Donc si on ne traite pas la pancréatite à ce stade, la douleur va diminuer, parce que l'organe ne devient plus vivant. La douleur va diminuer et vous allez avoir des signes d'insuffisance pancréatique qui vont commencer. Aussi bien les insuffisances exocrines que les insuffisances endocrines. C'est-à-dire que vous allez avoir un diabète, vous allez avoir une diarrhée chronique à cause de, on ne digère plus. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est une diarrhée par mal digestion. Donc les enzymes pancréatiques n'existent plus, donc ils ne permettent pas de digérer les aliments. Et donc vous allez avoir une diarrhée chronique avec ce qu'on appelle des stéatolées. Vous allez avoir ce qu'on appelle des pseudokystes. Donc les cellules pancréatiques vont être remplacées par des kystes. Donc la cellule va avoir du liquide à l'intérieur. Le cycle pancréatique va être à l'intérieur, ce qu'on appelle des pseudokystes. Ces pseudokystes, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent augmenter et comprimer les organes de voisinage. Quels sont les organes de voisinage du pancréas? Donc ça peut comprimer le duodénum. Si on comprime le duodénum, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une occlusion, un vomissement. C'est que le duodénum va être comprimé et l'alimentation ne passe pas. Donc vous allez avoir des vomissements avec un amaigrissement des douleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autres organes qu'on peut toucher? Pancréas, il vient comme ça. Il
il y a la vésicule biliaire ici, il y a la voie biliaire. Est-ce qu'elle peut toucher la tête du pancréas? Est-ce qu'elle touche? Donc la tête du pancréas, elle peut toucher la voie biliaire principale. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? Un ictère. Vous allez avoir un ictère dans l'île cholestatique. C'est-à-dire que le pancréas va bloquer la voie biliaire et la bile ne coule plus et vous allez avoir un ictère cholestatique. À cause, c'est pas à cause du foie, c'est à cause que la bile ne coule pas et vous allez avoir un ictère avec des urines foncées, des selles décolorées, parfois en prélute. Donc un ictère, ça ne veut pas dire le foie seulement, c'est la voie biliaire et c'est le cancer du pancréas, la tête du pancréas. Donc si le pancréas comprime la voie biliaire, vous allez avoir un ictère. S'il comprime la veine splénique, il peut comprimer la veine splénique. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une splénomégalie, mais c'est un signe de quoi? Vous allez avoir une hypertension portale segmentaire, c'est-à-dire à partir de la veine splénique. Vous pouvez avoir des varices et le malade peut vomir du sang. Vous pouvez avoir une acide, parce que vous avez une hypertension portale. Le pancréas peut comprimer, qu'est-ce que j'ai dit? Il peut comprimer le duodénum, il peut comprimer la veine splénique et il peut comprimer la voie biliaire. La pancréatite peut également entraîner une pleurésie, une acide, c'est-à-dire l'écoulement du liquide du pancréas va venir au niveau de la plèvre, au niveau du péritoine et entraîner une pleurésie et une acide. Donc vous voyez que la pancréatite chronique peut entraîner beaucoup de signes. La douleur au début, et au bout de 5 ans, la douleur va régresser, et va commencer les autres signes cliniques, les pseudokystes, le diabète, c'est-à-dire lorsqu'on touche les îlots de Langerhans, donc la partie endocrine du pancréas, le diabète, l'insuffisance pancréatique exocrine, on va avoir une diarrhée chronique, malabsorption, la compression duodénale, la compression de la voie biliaire principale, les thromboses veineuses, tout ce qu'on vient de dire. Le diagnostic, c'est l'échographie et c'est surtout le scanner et surtout l'écho-endoscopie. La deuxième pathologie du pancréas, c'est la tumeur du pancréas, c'est le cancer du pancréas. Et le plus souvent, le cancer, c'est ce qu'on appelle l'adénocarcinome du pancréas. Donc, quels sont les facteurs qui favorisent un cancer du pancréas? Comment on fait un cancer du pancréas? Le premier facteur, c'est le tabac. Le tabac est très nocif pour le pancréas. Bien sûr, l'alcool. Il y a le diabète. Il y a la pancréatite chronique alcoolique. Et il y a des étiologies qui sont héréditaires, il y a des pancréatites qui sont héréditaires, et il y a des tumeurs particulières qu'on appelle les types synucléaires qui sont exceptionnels, mais je vous ai mis ça, c'est tout sûr. Donc les signes cliniques de la tête du pancréas, c'est quoi? Et malheureusement, c'est une maladie qui est fréquente. Si vous voyez les services de gastro, vous allez trouver des gens qui viennent pour des ictères, et surtout des hommes, plus de 60 ans, et lorsqu'on fait le bilan, on trouve que c'est une tumeur, surtout de la tête du pancréas. Donc, la tumeur, normalement, jusqu'à 70%, elle touche la tête du pancréas. Et donc, elle va se manifester par l'ictère cholestatique. D'accord? Dans 20%, c'est le corps du pancréas. Et dans ce cas, c'est surtout les douleurs, parce qu'il y a ici le plexus solaire, c'est un plexus nerveux qui est très douloureux. Et dans 10%, c'est la queue du pancréas, et également, il se manifeste par la douleur. Mais ce qui est très, très fréquent, c'est surtout la tête du pancréas, et c'est surtout le signe clinique essentiel, comme ce qui nous concerne, nous, c'est la sémiologie. Le signe clinique essentiel, c'est l'ictère cholestatique, c'est-à-dire un ictère avec des urines foncées, des selles décolorées, avec parfois un trurite. Et lorsqu'on fait des examens biologiques, on va trouver une bilirubine qui est très augmentée, on va trouver des gamma-GT qui est très augmenté, des phosphatases alcalines qui sont très augmentées. Et bien sûr, le deuxième signe, c'est les signes de tout cancer, c'est-à-dire l'altération de l'état général, l'amaigrissement, etc. Et la douleur également d'origine pancréatique. Parfois, on a des épisodes, le cancer bloque le canal de Wernicke et entraîne des épisodes de pancréatite aiguë à cause du blocage par les tumeurs. Donc, on bloque les canaux. Les canaux vous savez que le pancréas, il y a un canal principal qui s'appelle le Wernicke, c'est de l'anatomie, et il y a des canaux secondaires. Donc les tumeurs peuvent bloquer le canal de Wernicke et entraîner
Donc, et souvent ici, il y a un signe particulier lorsque vous l'avez, il faut faire attention. L'examen clinique, il va trouver une masse ici, au niveau de l'hypocondre, qui est réditable. Qu'est-ce que ça veut dire réditable? C'est-à-dire qu'il contient du liquide. C'est quoi cette masse? Est-ce que vous avez une idée? Une masse au niveau de l'hypocondre droit, qui est liquidienne. C'est la vésicule biliaire. Donc vous allez avoir une grosse vésicule. La vésicule va être distendue parce que le pancréas a bloqué tout ce qui est en bas. Et donc va entraîner, la bite ne passe plus, va entraîner une augmentation très importante de la vésicule. Et lorsque vous touchez, vous trouvez une masse ici. C'est la vésicule qui est très distendue. C'est ce qu'on appelle la vésicule biliaire qui est palpable. C'est une masse qui est réditable. Et bien sûr, vous allez avoir des lésions de grattage, etc. Le diagnostic, c'est l'échographie, c'est l'écho-endoscopie, etc. Vous voyez ici, c'est une image, ça c'est le pancréas, oui. À la palpation, c'est comme vous touchez une masse liquidienne. C'est pas dur, c'est pas de tissu, c'est du liquide. Lorsque vous appuyez, ça sort. Vous le perdez, c'est du liquide. Hein? Parce que la lithiase n'entraîne pas un blocage de la vie. N'entraîne pas un blocage complet. Elle entraîne une distension. Une distension, c'est-à-dire que le calcul, il peut aller jusqu'au cystique, c'est-à-dire en bas de la lithiase, au niveau du collet de la lithiase, de la vésicule, mais il ne bloque pas complètement. Il ne bloque pas complètement. Au contraire, la vésicule, parfois, lorsque vous avez beaucoup de calcul, elle peut devenir ce qu'on appelle sclérose atrophique. Elle devient très atrophique et scléreuse, qui est malheureusement un facteur qui favorise le cancer, ce qu'on appelle le calculo-cancer, cancer qui est dû au calcul de la vésicule. Donc elle entraîne plutôt une rétraction de la vésicule si vous avez beaucoup de calcul. Mais le calcul lui-même ne bloque pas, la tumeur va bloquer, il n'y a plus de bite qui passe. Pourquoi vous avez l'ictère et vous allez avoir une masse parce que le liquide ne passe plus. Donc ça c'est, vous voyez, c'est la tumeur du pancréas, ça c'est un pseudokyste et en bas c'est une tumeur du pancréas qui malheureusement est fréquente. Je crois qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris? Oui? Hein? Oui, l'anticorps? L'anticorps c'est quoi? Un anticorps, c'est quelque chose que l'organisme, c'est une arme, c'est l'arme de l'organisme. Il le dirige contre l'antigène qui est l'agresseur. C'est comme si vous êtes dans une guerre. Donc, par exemple, votre arme c'est l'anticorps. Il va reconnaître l'antigène. Lorsqu'il revient une deuxième fois cet antigène, il va le reconnaître. Ça, vous allez le voir en immunologie, immunopathologie, etc. Et donc, l'anticorps est dirigé contre l'antigène. Il y a un anticorps qui est dirigé contre l'antigène HBS, c'est ce qu'on appelle l'anticorps anti-HBS, lorsqu'on a une guérison, s'il est positif. C'est-à-dire qu'on a tué l'antigène HBS et on a à sa place un anticorps. Il y a l'anticorps contre l'antigène HBC, c'est-à-dire les anticorps anti-HBC, qui vont nous dire est-ce qu'on est devant une hépatite aiguë ou une hépatite chronique. Ce sont des types IgM, c'est une hépatite aiguë, et dans ce cas, il faut reposer le foie. Il faut laisser, au bout de 6 mois, tout va rentrer dans l'ordre. Mais ça ne veut pas dire que l'ictère va disparaître rapidement. Et donc, il ne faut pas que, vous voyez ce que disent les guérisseurs, partent chercher au carreau. L'ictère va disparaître de lui-même au bout de 3-4 semaines. Mais l'ictère peut disparaître et les gens peuvent rester là-bas. D'accord? Si c'est une hépatite B, une hépatite C. Et pas aller jusqu'au stade de ce qu'on a vu, la cirrhose qui est très grave, le cancer, etc. C'est pourquoi il faut faire attention. Pour vous, ce que je vous donne comme conseil, il faut faire attention à la transmission de l'hépatite, il faut faire attention aux bons paramètres de la transmission des hépatites. Il faut savoir que c'est quelque chose de grave, il faut savoir que les guérisseurs là, quand c'est l'hépatite, la majorité des hépatites aiguës, la majorité c'est bénin, va disparaître. S'ils sont chroniques, si on les découvre avant la cirrhose, il y a un traitement pour arrêter la réplication. S'il est déjà au stade de cirrhose, malheureusement c'est irréversible et vous allez avoir tous les problèmes possibles. Donc la transmission oro-fécale pour l'hépatite
A, l'hépatite E, parentérale, l'hépatite B, l'hépatite delta, l'hépatite C. C'est bon, pas d'autre, vous avez tout compris. Oui. La vaccination, la seule hépatite qui se vaccine, c'est l'hépatite B. Parce qu'on a un vaccin. L'hépatite C, on n'a pas un vaccin, mais on vient de trouver un traitement qui est efficace. Heureusement, il n'est pas très fréquent chez nous ici. Oui. Et il y a l'acide, vous allez voir dans le cours de l'acide, il y a beaucoup d'étiologies de l'acide, c'est acide. Il y a ce qu'on appelle l'acide qui est lié à l'hypertension portable parce qu'on va avoir ce qu'on appelle le système rénine-angiotensin. Il va entraîner une rétention sanguine. Cette rétention va entraîner l'acide. C'est ce qu'on appelle l'hypertension portable. Oui. Et souvent, l'acide de l'hypertension portable, vous avez ce qu'on appelle le gradient d'albumine, il est inférieur à 11. Donc l'albumine dans le sang, moins d'albumine dans l'acide, vous trouvez moins de 11. C'est caractéristique de l'hypertension, de l'acide dû à l'hypertension portable. C'est bon. Et bonne chance.